Bonjour Guy Riechenmann. Bonjour Lionel Germain. Alors on est à Pollard à l'Ancre et vous êtes presque le régional de l'étape. Carrément. Homme de télévision, écrivain, poète, surtout poète on va dire. Et puis vous êtes aussi l'auteur d'une série qu'on a du mal à qualifier de policière. Tant elle ruse avec les contraintes et les règles du genre. Nous y voilà. Mais bon, son héros principal c'est quand même un policier, un flic. Policier pas très doué mais c'est un flic. Oui, et flic de papier. C'était le titre inaugural d'ailleurs, flic de papier de la série, qu'on retrouve dans un dernier épisode aux éditions Kern, qui s'appelle Une étoile en enfer. En enfer. Alors Anselme Villoc, le personnage, c'est ce flic de papier, il a d'abord une histoire, c'est d'abord une histoire de tribu, familiale, amicale, brisée, reconstituée. C'est ça, en fait c'est une histoire sentimentale, hein. C'est une histoire d'amour. Et c'est un flic qui est, on va dire, banal, c'est pas un flic extraordinaire, c'est pas un Rambo du tout. Et puis, bon, bien sûr ça me correspond, parce que moi je suis pas un bagarreur, je suis pas un fighter, je suis pas rien du tout. Mais je me suis dit, tiens, je vais mettre un flic et je vais essayer de faire résoudre une enquête à un flic qui n'est pas très bon, puisque ce n'est qu'un flic de papier, en fait ce n'est qu'un écrivain, on peut dire. Dans un pays qu'il ne connaît pas, et ce pays c'est le pays du bassin d'Arcachon, parce que lui il vient de Chambéry. Alors, je disais de tribu, alors c'est important, je voudrais y revenir quand même, parce que je vais donner quelques noms comme ça pour énumérer la tribu actuelle d'Anselme. Alors il y a David, qui n'est pas loin d'ici. David c'est le patron de l'escale justement, voilà, donc on y est là. Hein. Et il est quand même un personnage fondamental. Oui. Il y a Lily, Sylvia, Noémie, Solange, les femmes. Oui. On verra toute leur importance aussi dans la série. Et puis Gédéon, le chat à trois pattes. Qui, dans le dernier, c'est Gédéon, le chat à trois pattes. Voilà. Oui. C'est vrai. Et puis on est en 1993 et non pas en 2021, non? Vous savez pourquoi? Alors? Parce que j'ai horreur des téléphones portables, bien que ça serve. Hein. Donc je pense que le téléphone portable aide à résoudre des enquêtes, mais on enlève le côté psychologique et toute la réflexion. Bien sûr, je ne veux pas dire par là que les policiers actuels ne réfléchissent pas, c'est pas du tout mon propos. Mais c'est vrai qu'à l'époque, eh bien, il fallait se déplacer pour aller sur les lieux ou de crime ou de délit. Il fallait donc emprunter la voiture, ici la navette. Donc pendant tous ces trajets, eh bien, les gens peuvent réfléchir, peuvent laisser aller leur imaginaire, leur imagination, leur déduction. Et voilà, c'est ça qui m'intéresse. Dans Une étoile en enfer, alors le dernier livre, ça démarre au XIIIe siècle sur une scène qui est à mon avis d'une grande puissance narrative. On est dans la forêt, sur les monts Apremont du Savoyard. Il y a un petit berger qui traverse le paysage et puis soudain surgit une horde, comme il en surgissait sans doute beaucoup à l'époque, et le petit berger va finir par tomber sur le cadavre d'une jeune fille, et c'est là que démarre le questionnement sur le dépeceur de l'Adret. C'est ça, dépeceur de l'Adret. C'est un très très beau dépeceur de l'Adret. Le dépeceur de l'Adret, c'est quelqu'un qui tuait un peu en série des jeunes filles en 1248 sur ce mont Apremont, qui est devenu le mont Granier. Hein, maintenant on l'appelle le mont Granier, qui s'est écroulé en effet sur 6 km sur 4 le 24 novembre, dans la nuit du 24 au 25 novembre 1248. Oui. Alors j'ai été sur place, je suis resté pendant 2 jours à regarder cette faille et on s'imagine tout, quoi. On s'imagine le gigantisme Alors ça a été cataclysme. Terrible, hein, comme cataclysme, il y a eu des milliers de morts. Des milliers, alors. Sauf les moines du monastère qui étaient sur les pentes de ce mont Apremont, qui ont été manu militari virés par le comte de Savoie ou ses sbires le jour même. Et donc ils sont descendus et l'éboulement s'est arrêté à quelques mètres de la chapelle dans laquelle ils étaient réfugiés. Ouais, extraordinaire. Alors on en revient en scène parce que ça, bien sûr il y a toujours un aller-retour entre des épisodes apparemment sans rapport et puis du passé, et puis l'actualité d'Anselme. Alors Anselme, il a été initié à la beauté de la Savoie, il a une histoire compliquée, disons par son père adoptif. Par son père, oui, adoptif. Il a initié à ça, et aussi au mystère
de ces fameuses Voilà, disparitions voilà. d'enfants. Petit, son père lui racontait ces histoires qui étaient. Ça devient des légendes à force. On Hein. parlait des corps sans limite ou des corps sans âme. C'est ça, des corps sans âme, des corps sans limite, on ne savait pas où ils étaient. Il y avait un petit lac qui s'est créé, on disait que c'était la résultante des larmes de la jeune fille qui est morte, qui venait tout juste de se marier. Voilà. Et pour Anselme, qui, alors on va le préciser, c'est un flic qui est allergique aux certitudes. Ça, c'est quelque chose que vous. Donc, il maintient en permanence des questionnements Toujours. Qui le font avancer. Voilà, allergique aux certitudes. Oui. Oui. Et les questionnements dans Une étoile en enfer, les questionnements portent sur, bien sûr, l'accident dont a été victime Sylvia, Oui. qui se retrouve dans le coma. C'est ça. Alors là, il y a plusieurs épisodes en effet. Strates, Sylvia, c'est la femme d'Anselme en effet qui a failli se noyer lors du naufrage d'un chalutier. Oui, et là, le questionnement, c'est un questionnement sur la vie ou la mort voilà, de ce personnage qui lui est vraiment très cher. Et puis, il y a surgit aussi une autre affaire, la disparition d'une jeune fille qui était la fille d'un ostréiculteur, d'une famille d'ostréiculteurs qu'il connaît, et qui allait faire travailler chez un grand cuisinier un futur parisien, un futur grand, oui. Pachi Touralde, Voilà. qui est basque, et qui disparaît donc aussi. Donc il y a le lien entre ces deux affaires. Il y a un lien, Lionel, c'est vrai. On va essayer de repousser le moment de parler trop de ce lien. Ouais. Mais moi, quand même, ce qui m'a intéressé dans cette histoire de Pachi Touralde, c'est une promenade culinaire dans le livre aussi. Voilà, là, voilà. On va de chef Alors, en chef. Oui, il y a une promenade culinaire le parce Goya que... du cochon, ou le Goya du... C'est ça, oui. J'ai beaucoup travaillé avec un chef qui est célèbre, qui s'appelle Bruno Oliver, de la saga des Oliver. Hein, alors Raymond, Michel et là Bruno. Et puis après, il y a ses fils, qui sont, enfin son fils qui est meilleur pâtissier, donc vous voyez, ça continue. Et donc Bruno m'a vraiment initié à la cuisine. Bon, je goûtais avec plaisir sa cuisine, mais là, il m'a expliqué les plats et j'ai pu écrire ce livre en effet grâce à lui, parce que sinon, en cuisine, voilà, je suis moyen. Mais alors là, le cuisinier basque, on va pas parler trop de lui, mais il y a quand même quelque chose, une anecdote que vous racontez qui m'a quand même beaucoup surprise. C'est l'histoire parce que du coup vous faites une recherche sur les Basques et on découvre que les Basques ont été prisonniers des Norvégiens. Des Norvégiens, oui. Des Vikings. Des Vikings, oui. Vikings. Oui, mais ça c'est il y a longtemps. Les Vikings prenaient quand ils venaient faire leur razzia en Europe, là, ils ont été à peu près partout, dans les années 1000-1100. Un peu avant même, et donc là ils prenaient des prisonniers de chaque région et ils les amenaient en Norvège, et ensuite il y en a qui sont passés par l'Islande. Éric le Rouge a été viré d'Islande parce qu'il avait commis un meurtre, je crois, et au lieu d'être tué, il avait été banni d'Islande, et c'est lui qui a découvert le Groenland. C'est lui en fait qui a découvert le Groenland. Voilà. Dans le flic de papier, on ne peut pas parler de ces livres en général, pas simplement le dernier, mais de tous, sans parler de poésie. Et dans le flic, Une étoile en enfer, je voudrais, si je peux me permettre, c'était pas non, il faut que je voudrais montrer un petit peu ces ponctuations de poésie, qui rythment aussi l'ouvrage et qui sont complètement à contre-courant de la pratique actuelle, du roman c'est polar. sûr. Bon. Le désir est un feu, le jeu reste artifice, et le jeu du désir devient feu d'artifice. Et puis pouf, Sylvia dort. C'est bien pour un 14 juillet. Oui, c'est exactement ça. On est le 15, mais bon. Ça flambe un peu. Ouais. Mais c'est un peu ça aussi, Anselme Villog, c'est-à-dire, c'est une histoire. Il y a plusieurs histoires, c'est assez intéressant. Et vraiment, il ne faut pas parler du final de ce livre, parce que bon, ce serait criminel. Là, on reste vraiment dans le domaine du polar. Mais par contre, il y a ces ponctuations de poésie qui vous semblent indispensables ou nécessaires. Pour moi, oui. Dans chacun de mes livres, en effet, il y a ces ponctuations de poésie. Alors, est-ce que c'est un souffle? Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est... je ne sais pas, mais enfin, ça arrive comme ça. Vous savez, je ne me force pas. D'ailleurs, vous le dites très bien, je ne suis pas du tout dans les codes du polar traditionnel, mais peu importe. Peu importe. Le point de l'histoire, parce que le thème qu'avait choisi l'organisatrice de cette magnifique rencontre polar à l'encre, Catherine Rechenmann, c'était polar et histoire. Donc je vais demander le point d'histoire à chaque fois, à chaque auteur. Alors chez vous, il y a 1248, la colline s'écroule,
il y a la fin des années 80, parce que la contemporanéité dans le Selviloc, elle n'est pas totale, elle coïncide pas avec notre époque actuelle. Vous avez dit pourquoi tout à l'heure. Si vous deviez choisir une autre période pour un autre polar, quelle période de l'histoire choisiriez-vous? Eh bien, pour le prochain que je suis en train d'écrire, enfin, c'est la vie de l'extravagante histoire de Lucia Fancini qui va sortir l'année prochaine. Là, je vais parler encore de choses pas très drôles. C'est la Grèce en 1941. Donc là, je vais en Grèce, je vais sur l'invasion des Italiens, avortée au départ et ensuite renforcée par celle des Allemands. Et là, en effet, je développe beaucoup sur ce thème-là. C'est assez tragique, mais encore une fois, je termine toujours sur une note optimiste. Bon. Merci beaucoup Guy Reichenmann. Et je rappelle le dernier titre de la série des Anselme Villoc, Une étoile en enfer, publié chez Kern. Chez Kern. Merci Lionel.